Imaginez un peu. Redessiner la carte de tout un pays, non pas avec des chars et des soldats, mais avec des civils, des gens ordinaires. Eh bien, c'est l'histoire incroyable de la Marche verte. Une immense démonstration complètement pacifique qui a vraiment changé le cours de l'histoire. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Comment on fait pour prendre un verdict juridique, assez complexe en plus, et le transformer en un mouvement populaire que rien ne peut arrêter? La réponse, vous allez voir, c'est un mélange de droit international, de symboles très forts et d'une logistique franchement impressionnante. Alors, pour bien comprendre, il faut qu'on se téléporte un peu. On est dans les années 70. D'un côté, le Maroc qui revendique sa souveraineté historique sur le Sahara. De l'autre, l'Espagne qui contrôle la zone. Autant dire que l'ambiance est tendue. Et c'est là que le Maroc fait un choix assez audacieux. Plutôt que de foncer vers le conflit, il choisit la voie légale. L'affaire est portée devant la Cour de la Haye, avec un dossier solide, béton même, qui prouve des siècles et des siècles de liens entre les sultans marocains et les tribus du Sahara. La stratégie marocaine est hyper précise. Elle repose sur deux questions très claires. D'abord, est-ce que ce territoire était une terra nullius, en gros une terre sans maître quand les Espagnols sont arrivés? Et deuxième question, si la réponse est non, alors quels étaient les liens juridiques qui unissaient cette région au Maroc? La réponse de la Cour allait absolument tout changer. Et voilà la réponse de la Cour. Elle est nuancée, mais elle est surtout cruciale. D'abord, non, le Sahara n'était pas une terre sans maître. Et deuxièmement, et c'est vraiment le point clé, la Cour reconnaît qu'il y avait des liens juridiques d'allégeance. Attention, elle ne dit pas le territoire appartient au Maroc, mais elle valide un lien historique et légal qui est fondamental. C'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Parce que le roi Hassan II, lui, ne voit pas ce verdict comme une demi-victoire ou un obstacle. Pas du tout. Il le voit comme un feu vert. Et il va l'interpréter de manière magistrale pour lancer quelque chose que personne n'avait vu venir. Pour bien saisir la portée de cette décision, il faut comprendre ce mot, baya. Ce n'est pas juste une vieille tradition, non, c'est un vrai acte juridique et politique dans le droit islamique. C'est un pacte d'allégeance qui lie des peuples à un souverain. Le fait que la Cour internationale reconnaisse ce lien, c'est sur ça que toute la suite va être construite. On est le 5 novembre 1975. Le roi Hassan II prend la parole dans un discours qui va rester dans l'histoire, et il dévoile son plan. Pas une invasion militaire, non, une marche civile. Tout est dans les mots, une marche pour renouer les liens, exactement les liens que la Cour venait de reconnaître. C'est brillant. Et là, on touche au cœur du génie stratégique de l'opération. La marche, elle a été pensée pour être moralement imparable. L'idée, c'était de créer une situation où l'autre camp ne pouvait tout simplement pas utiliser la violence. Ce serait politiquement et moralement indéfendable de tirer sur des civils qui n'ont pour seule arme que le Coran. Maintenant, parlons un peu de l'échelle de cette opération. Parce qu'on est bien d'accord, mobiliser autant de monde, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Ça a demandé une organisation absolument titanesque et une mobilisation nationale incroyable. Le chiffre. Il faut s'arrêter dessus une seconde. 350 000. C'est juste énorme. Ce n'est pas une manifestation, c'est la population d'une grande ville qui se met en route. C'est tout un peuple qui se déplace pour une cause. Et un détail important que le roi avait bien souligné dans son discours, les femmes devaient être là. Il avait dit qu'elles étaient égales aux hommes en droit et aussi en patriotisme. Et donc, 10% des marcheurs étaient des marcheuses, soit 35 000 femmes. C'était un symbole d'unité nationale très, très fort. Ce graphique montre bien le déséquilibre total de la situation. D'un côté, une véritable marée humaine, 350 000 civils. De l'autre, 35 000 soldats espagnols. Le rapport de force n'était plus du tout militaire. Il était devenu purement moral. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ce n'était pas du tout un mouvement spontané. La logistique derrière, qui avait été détaillée par le roi lui-même, elle est colossale. Regardez ces chiffres. Des milliers de camions, des dizaines de milliers de tonnes de nourriture et d'eau. C'était une opération d'État planifiée au millimètre près pour faire bouger et soutenir une ville entière. Alors, est-ce que cette pression politique, populaire, médiatique, est-ce que ça a marché? La réponse est un grand oui. Ça a fonctionné au-delà de toutes les espérances et ça a forcé une résolution diplomatique ultra rapide sans qu'il y ait la moindre confrontation armée. La chronologie des événements est juste vertigineuse. En moins de 10 jours, on est passé de l'annonce d'une marche à très haut risque à sa conclusion et à la signature d'un accord international. C'est fou. Le 9 novembre, 3 petits jours seulement après le départ, le roi rappelle les marcheurs en disant « Mission accomplie, l'objectif diplomatique est atteint ».
Et le résultat concret de tout ça, c'est cet accord de Madrid. En gros, l'Espagne accepte de se retirer, on met en place une administration temporaire avec le Maroc et la Mauritanie, et surtout, on fixe une date butoir pour le départ définitif des Espagnols. La Marche verte avait gagné son pari. On termine sur cette phrase du roi Hassan II parce qu'elle résume parfaitement le caractère unique de cet événement. La Marche verte, ça reste aujourd'hui un cas d'école. Une manœuvre géopolitique incroyable, menée non pas par une armée, mais par des centaines de milliers de civils qui ont réussi à transformer un verdict juridique en une réalité sur le terrain. C'est une page de l'histoire qui n'a pas été écrite avec de l'encre, mais avec les pas de 350 000 personnes.